Il y a 40 ans, la révolution communiste triomphait en Chine. Une Chine qui comptait déjà 5000 ans de la civilisation la plus brillante et la plus durable qu'ait connue l'humanité. 4000 ans d'empire. Pour commémorer cet anniversaire, 40 ans, 40 siècles, nous avons entrepris, dans l'été 1988, une promenade dans quelques lieux de mémoire de ce fabuleux empire. Le montage des films que nous en avons ramenés, ainsi que de précieux documents inédits, était à peine achevé en avril dernier qu'est survenu le printemps de Pékin, dramatiquement terminé. Quelque émotion que nous en ayons ressenti, ces événements apportaient un élément de réflexion de plus à notre tentative de mieux comprendre la Chine d'aujourd'hui et de demain à travers la Chine de toujours. Rien n'évolue aussi lentement que les mentalités, et surtout les mentalités collectives d'un peuple qui a 5000 ans d'histoire derrière lui. C'était un curieux voyage, cette promenade avec des moyens de transport parfois sortis du passé. Ce n'était pas ce que nous avions imaginé. Dans ce voyage-là, nous n'avons pas vu les paysages grandioses de la Chine, mais une sorte de longue banlieue ouvrière, c'est le cas de le dire, avec des petits jardins, des petits champs, à l'infini. Tout cela pour arriver dans des villes à l'architecture conforme au modèle socialiste, plus répandu qu'on ne le croit, même chez nous. Et là, le monde chinois se déplace essentiellement à bicyclette, sur des vélos bâtis comme des chars d'assaut, les célèbres Phénix, en tube d'acier soudé, indestructible. Tout Chinois a sa bicyclette. On a une idée du nombre de bicyclettes qu'il y a en Chine? On dit qu'il y en a 500 ou 600 millions, mais à mon avis, il doit y en avoir bien davantage. Ils mangent toute la journée. C'est leur grande passion. Ils mangent n'importe où. Et surtout, n'importe quoi. Les cantonais ont la réputation d'être très voraces. Il y a un dicton qui raconte que les cantonais mangent tout ce qui a quatre pattes, sauf les chaises, tout ce qui vole, sauf les avions, tout ce qui nage, sauf les bateaux. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a qui ont des couleurs tout à fait extraordinaires. Ceux-là, par exemple. On peut lui demander ce que c'est, ça, ces bleus-là. Qu'est-ce que c'est, c'est un coq qui s'appelle le coq filament de bambou. Il a du chien, au fait, il peut nous demander, là. Ah, non, pas de viande de chien.
Une autre passion des Chinois, les enfants. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en voit beaucoup, et parfois transportés dans des attelages extrêmement bizarres. De la brouette de bambou à la poussette fortifiée. Dans chaque ville, dans chaque quartier, les autorités ont installé des centres de planning familial, comme celui-ci. La Chine s'est engagée dans une politique de contrôle des naissances plus rigoureuse qu'aucun autre pays au monde, non seulement maintenant, mais dans toute l'histoire. Elle s'est donné pour objectif de ne pas dépasser 1,2 milliard de Chinois en l'an 2000. Et pour cela, il fallait restreindre considérablement le nombre de naissances. Et c'est ainsi qu'a été adopté un slogan extraordinairement sévère, un couple, un enfant. Tout est bon pour les autorités dans cette campagne. Affiches, spots télévisés et aussi sanctions, parfois très dures ou très coûteuses. Le résultat, beaucoup d'enfants uniques, élevés comme le dernier empereur. Tout dernièrement, on a annoncé que dans les campagnes, quand le premier enfant était une fille, le second enfant pourrait être tenté. Pourquoi? Parce qu'on continue dans les campagnes à avoir un préjugé défavorable à l'égard des filles, d'où renaissance d'une vieille tradition chinoise qui est l'infanticide. On noie les petites filles comme des chats à la naissance parce que c'est une catastrophe pour une famille pauvre de devoir nourrir pendant 20 ans une fille et au bout de ces 20 ans, elle s'en va dans une autre famille pour devenir la servante de sa belle-mère. Ce temps du palanquin des larmes serait-il encore celui de la Chine profonde? Dans ces films des années 30, on voyait un monde inquiétant, sombre, et que Pearl Buck nous décrivait si cruel. Un monde qui était à la merci de tout, du seigneur de la guerre, de l'usurier, de l'inondation, de la famine, et qui vendait ou tuait ses enfants. Si cette cruauté est restée, c'est parce que la Chine n'en peut plus de son trop-plein de population. Ici, c'est Nanking Road, la rue de Nankin, de la vieille concession internationale où passent plus d'1 million de personnes tous les jours. Et l'on peut dire qu'ici, vous êtes au centre de cette fourmilière humaine qu'est Shanghai. Shanghai, où il y a 12 ou 13 millions d'habitants, qui est la ville la plus peuplée du continent asiatique et qui est caractéristique de cette Chine peuplée, surpeuplée et qui l'a toujours été. La Chine a une population au-dessus de ses moyens. Déjà, il y a 2 siècles, à la fin du XVIIIe, on évaluait sa population à 330 ou 340 millions d'habitants. C'est une population immense. Quand on parle des larges masses populaires, ce n'est pas un vain mot. Tout au long du voyage, nous nous interrogions sur ce monde. Il nous paraissait tellement fermé. Il nous arrivait d'étranges informations, le plus souvent tirées de la presse locale. Au Hunan, une province du centre de la Chine, des parents avaient enterré vivante leur fille parce que celui avec lequel elle venait de se marier avait un horoscope défavorable. Au sud de Shanghai, un cas d'anthropophagie rituelle. Des vieillards auraient mangé des jeunes gens pour retrouver leur jeunesse. En même temps, la Chine nous offrait partout le spectacle d'un grand respect et d'un grand amour de la vie. Une sorte de vaste culture du corps dont la forme la plus surprenante pour l'étranger est le tai chi, cette gymnastique au ralenti ou même à l'envers, car on ne fait pas travailler les muscles, mais les tendons pour que circule l'énergie vitale.
Que se passe-t-il exactement dans leur tête? Il s'agit sans doute, disent les spécialistes, d'un effort intense de concentration. On le voit bien ici, chez cet étudiant de Shanghai, que nous avons osé déranger, pour en savoir plus, pour tenter de comprendre. Il nous a dit, c'est le trésor de notre grand peuple. Puis, devenu véhément, toute la pharmacopée chinoise, tous les 10 000 médicaments des étrangers, toutes les questions que se pose la science médicale, tout cela est remplacé par le tai chi. Il y a évidemment aussi des choses tout à fait bizarres, comme cette danse du scalp dans un jardin de Shanghai. Ou ces derniers moments de motricité du troisième âge. Ou ces heures d'immobilité. Mais n'est-ce pas aussi le recueillement, l'ascèse? On nous dit que ces gens recherchent une sorte de communion avec les éléments. D'autres, plus loin, communient avec le sacré. Il y a beaucoup de fidèles, à votre avis? Ah oui. Comment ça venait? Mais c'est quoi? C'est une sorte de protestation contre le régime? Est-ce que c'est la foi ancrée en nos cœurs? Comment est-ce qu'on peut la définir? Écoutez, je pense que la religion est une donnée permanente de l'esprit de la collectivité chinoise. On ne peut pas la déraciner comme ça. Je pense que dans un premier temps, on a essayé d'en empêcher les manifestations. Et puis maintenant que les manifestations sont de nouveau autorisées, eh bien, les Chinois recommencent à affirmer leur culte et leur foi avec tous les signes de la dévotion. Ce temple de Longhua, qui était le plus grand monastère bouddhique dans Shanghai, a été détruit de fond en comble sous la révolution culturelle. Il n'en est plus rien resté. Et depuis là, il a été reconstruit. On achève la reconstruction. Dans un premier temps, le gouvernement a fait l'effort de restaurer, de faire l'essentiel. Et puis maintenant, la quarantaine de moines bouddhiques qui sont réinstallés dans ce monastère dirigent la restauration de ce qui reste à refaire. Alors, on assiste vraiment à un renouveau de la religion en Chine? Eh bien, la preuve a été faite que quand on avait fait passer le bulldozer de la Révolution pour écraser tous ces temples et tous ces vestiges de ce que l'on voulait repousser dans un passé aboli, eh bien, la religion reprend plus forte qu'avant. C'est quoi, principalement, le bouddhisme? Il faut dire qu'il y a 3 religions. Le confucianisme, qui est plutôt une philosophie qu'une religion. Et puis est arrivé le bouddhisme. Il est arrivé petit à petit entre le 1er siècle et le 5e siècle après Jésus-Christ. Et il a submergé la Chine, comme tout l'Extrême-Orient. Et puis il y a le taoïsme également. Les gens ne se posent pas tellement de questions, ils font un mélange de tout ça. Et les communistes, ils voient ça d'un bottin, c'est toujours l'opium du peuple. Hein, le communisme rejetait toute religion comme étant l'opium du peuple, selon l'enseignement de Marx. Et c'était une comparaison qui avait une signification particulièrement vivante pour les Chinois, puisque la liberté de prédication des missionnaires a été imposée en 1842 à l'issue de la guerre de l'opium, en même temps que la liberté de vente de l'opium. C'est-à-dire que les Occidentaux ont imposé la consommation de l'opium à la Chine
en même temps que les missionnaires avaient la liberté de prédication, qu'ils n'avaient pas eu jusque-là. Eh bien, les communistes avaient voulu nettoyer la Chine de tout cela, avaient voulu supprimer l'opium proprement dit et l'opium du peuple, c'est-à-dire la religion, et ils ont bien commencé à le faire. En ce qui concerne l'opium, ils y sont bien arrivés, ils ont bien réussi, encore que l'on parle d'un certain renouveau du trafic de drogue. Mais en ce qui concerne la religion, ils se sont rendus compte que c'était pas si facile à éradiquer que ça. Alors vous avez ici la statue de la déesse aux 1000 bras, Guanine, déesse de la miséricorde. Alors vous voyez, en dessous, il y a un socle en pierre qui représente le lotus symbolique. Pourquoi le lotus? Parce que le lotus est un symbole de pureté. Le lotus est une fleur magnifique qui pousse dans la fange. Et donc c'est la pureté au sein de l'impureté. Ce mélange de pureté et d'impureté, c'est aussi la Chine de tous les jours. Il fut un temps où les actualités cinématographiques dans nos pays faisaient rire en montrant les lavabos publics dans le Yunnan vers 1920. La brosse à dents était peut-être publique, mais ce qu'il aurait fallu dire aussi, c'est que les Chinois, depuis 3000 ans, savent qu'il faut faire bouillir l'eau. Ils avaient alors inventé le diagnostic par le pouls, la dissection, développé une vaste pharmacopée, toute une série de médicaments venus des plantes, des pierres, des animaux, alors que les Européens vivaient encore au fond des forêts. Et puis surtout, ils avaient développé des techniques médicales encore en usage aujourd'hui. Alors ça, c'est un moxa. C'est une thérapeutique très ancienne qui consiste à faire brûler sur le sternum, l'estomac de la patiente, une herbe pilée, de l'armoise pilée, qui brûle lentement. Et cette opération continue pendant 1 heure, 2 fois par jour, 3 jours par semaine, produit une sorte de revitalisation de cette personne qui est gravement déprimée. Alors, on est en train d'allumer cette armoise qui va brûler comme de l'encens. Cette médication doit lui permettre d'avoir de nouveau de l'appétit, le goût de vivre et de l'énergie vitale. Alors, ce malade a pris froid au rein. Alors, on le guérit en passant sur ses reins cette espèce de rouleau de pâtisserie avec des aiguilles qui le piquent légèrement et qui rétablissent la circulation. Alors, ce patient souffre d'un dysfonctionnement de la thyroïde. Il a un début de goitre, comme vous le voyez, et il a un goitre exophthalmique, c'est-à-dire que ses yeux sont exorbités. Et pour réduire cette exophthalmie et ce goitre, il subit un traitement d'acupuncture qui est approprié à son cas. Alors, il a ici 4 longues aiguilles, ici 4 autres, ici 6 autres, 2 de part et d'autre du poignet et encore aux jambes. C'est-à-dire au total 2 douzaines d'aiguilles d'acupuncture. Leur grande contribution, c'est évidemment l'acupuncture. On voit ici, dans cet hôpital de Shanghai, une représentation chinoise des points clés de l'être humain. Chacun de ces points ayant une correspondance dans un des points du corps. Par exemple, si on vous arrache une dent, eh bien, on ne vous pique pas du tout à la hauteur de la dent, on vous pique au gras du pouce.
car le gras du pouce droit correspond à une dent, à une molaire de la mâchoire inférieure gauche. Nous avons été exceptionnellement autorisés à filmer une opération surprenante, vous allez le voir, entièrement effectuée sans l'anesthésie générale habituelle, mais sous acupuncture, une ablation de tumeur de la thyroïde. À cet instant précis, on est en train de mettre les aiguilles d'acupuncture sur le front et sur les joues de cette jeune femme. On imprime à ces aiguilles un mouvement rapide par un courant électrique de faible intensité. On peut constater que ses lèvres tremblent fortement et il semble que ce soit la conséquence de la trémulation des aiguilles. Ici, il y a les 2 jus de fruits qui ont été préparés pour après l'opération. En principe, elle doit boire. Elle n'est pas anesthésiée au sens où nous employons ce mot, puisqu'elle ouvre les yeux, elle parle. On enlève les aiguilles d'acupuncture. On peut lui montrer la tumeur qu'on a. Vous parlez français? Non, parlez chinois. 现在好了吗？声音大一些，好吗？没有痛。哎，那就省掉了。稍微有点点能够忍受得了。Oui, oui, elle avait un peu mal, mais c'était très supportable. 你发现这个皮肤稍稍有一些痛，到里面有没有？有一点。Elle avait un peu mal. 省得了就改。 就到里面有点牵拉的感觉。De piquant à l'intérieur, tu vois. On va le laisser se reposer. 让你休息吧。谢谢你。好，谢谢你。 Quels sont les avantages de l'anesthésie par acupuncture par rapport à l'anesthésie classique par novocaïne? Le premier avantage, c'est que le malade reste conscient, nous dit le docteur Li, chirurgien en chef. Cela peut nous aider dans notre travail, parce que l'opéré, s'il n'a pas la conscience réelle de la douleur, peut par contre indiquer ce qu'il ressent si on touche un nerf. Mais à mon avis, le grand avantage de la chirurgie sous acupuncture, c'est de supprimer le choc post-opératoire dû à l'anesthésie générale classique. En somme, une garantie de récupération beaucoup plus rapide. Au revoir, mademoiselle. On lui dit au revoir. Merci. J'avais assisté aux premières opérations chirurgicales sous acupuncture en 1971. On avait l'air de vouloir toutes les opérations sous acupuncture, notamment les opérations à cœur ouvert et l'ablation d'un poumon. Maintenant, on ne semble plus réserver cela qu'à la tête et aux membres. 这样的针刺麻醉呢，每个医院呢，它开展呢不一样。
Ça dépend des hôpitaux. Ici, bon, c'est pour la thyroïde, pour la rate et pour d'autres organes. Dans certains hôpitaux, c'est plus le cœur et les poumons, ça dépend. C'est ainsi que les Chinois ont perfectionné une pratique traditionnelle pour en faire une technique de pointe. Dans ce voyage à travers la Chine de tous les siècles, à travers ses constantes et ses grandes forces, nous nous sommes longuement arrêtés dans ces hôpitaux parce qu'on voit là une démonstration de l'un des génies de ce peuple, l'acharnement dans la minutie. Dès le XVIIe siècle, on peut lire sous la plume de l'écrivain Li Yu la description de la greffe d'un sexe d'animal pour rallonger un sexe d'homme. Fantasme de la précision, ces rêves ont continué pour aboutir vers 1960 à ce genre de record. Dans un hôpital de Pékin, une équipe de chirurgiens allait réussir la greffe d'une deuxième tête sur ce malheureux chien. Aujourd'hui, les Chinois sont particulièrement fiers de nous montrer leurs progrès en microchirurgie. Ce petit enfant avait mis son bras dans une scie circulaire. Le voici, 2 semaines plus tard. Encore quelques mois de rééducation et il pourra vivre normalement. Mais il faut aussi pouvoir intervenir très vite, ce qui n'est pas toujours facile, surtout en Chine, où une organisation de secours rapide type SAMU n'existe pas. La partie sectionnée peut être irrémédiablement perdue. Cette malade qui est par la machine, à cause de l'accident, il manque 3 doigts. La pouce, l'index, 3e doigt, 4e doigt. Le docteur Wang va prélever un orteil pour remplacer le pouce. 2 équipes travaillent en même temps, l'une sur le pied, l'autre sur la main. 8 heures d'opération très délicate pour chaque doigt. La technique est bien connue. Dessiner les nerfs pour figurer leurs ramifications jusqu'à la cheville, car il faudra les retirer et les insérer à l'intérieur du système nerveux de la main. Toute cette minutie évoque aussi ces calligraphes chinois qui inscrivent un paysage sur un grain de riz, un poème sur un cheveu. En tout cas, le résultat est impressionnant. Voici une ouvrière des pêcheries de la mer de Chine. Elle a subi la même opération et après quelques mois de rééducation, elle a retrouvé sa dextérité. Avec son orteil greffé, sans rien perdre, on nous l'a bien montré, de la grâce de ses petits pieds. Ainsi la Chine avance dans ses techniques de pointe et aussi dans l'espace. Elle a déjà réussi plusieurs lancements de satellites. Elle possède l'arme nucléaire. Est-elle en train de renouer avec ce passé brillant que découvrait un marchand vénitien, Marco Polo, venu ici après des années de voyage, découvrir d'autres canaux, ceux de Suzhou, construits au 7e siècle? C'est l'époque où Georges Duby nous montre nos ancêtres sortant à peine de la barbarie, encore en pleine sauvagerie.
eh bien, il a fallu attendre plus de 1000 ans pour que nous soyons capables d'en faire autant. C'est seulement à la fin du XVIIe siècle que la France a construit le canal du Midi, que l'Angleterre a commencé à faire des canaux. C'est surtout au XVIIIe siècle que nous l'avons fait. Il y a un décalage de civilisation de 1000 ans entre la Chine et l'Occident. Et ce décalage, Marco Polo avait raison de le dire, raison de le montrer. Son émerveillement était justifié. Et puis, il faut penser à toutes les inventions que les Chinois avaient faites si longtemps, tellement de siècles avant nous. Le papier et l'imprimerie qui ont permis l'essor de la communication et de la culture. Le gouvernail des tombeaux et la boussole qui ont permis le développement de toutes les navigations et de toutes les découvertes. Nous verrons au fil de ces émissions comment la Chine est restée dans la contemplation béate de sa propre supériorité et le désastre qui a suivi. Mais enfin, c'était tellement beau. Émile Navarro, caméraman à Antenne 2, et moi-même, nous vous offrons cette jolie carte postale de Suzhou, la Venise de la Chine. Pourquoi vous avez tenu à venir dans ce jardin? Ce jardin est un parmi une centaine de jardins qu'il y avait à Suzhou, mais c'est probablement le plus joli parce que c'est le plus petit. C'est le jardin d'un mandarin du XVIIIe siècle qui s'était retiré là. Et pourquoi est-ce que c'est particulier ou significatif de la Chine? Eh bien parce que l'art des jardins nous fait pénétrer au cœur des mentalités chinoises. C'est le contraire de l'art français du jardin. L'art français du jardin, c'est l'esprit de géométrie, c'est l'asymétrie, tout est tiré au cordeau, tout est rationnel, alors qu'ici, c'est au contraire l'anarchie, et même on accentue l'anarchie, une sorte de chaos, ce qui est imprévisible, des rochers par-ci, par-là, on ne sait pas pourquoi. C'est un art supérieur, naturellement, mais un art qui respecte la nature. C'est un savant des ordres. Alors, c'est au fond de la mentalité chinoise, car les Chinois considèrent qu'ils n'ont pas le droit de donner des ordres à la nature. Ils ne voient pas pourquoi l'homme pourrait dominer la nature, puisqu'il fait partie de la nature. La différence entre nous autres et les Chinois, c'est que nous estimons que rien n'est au-dessus de l'homme, l'homme est au-dessus de toute chose, et l'homme doit s'imposer à la nature. Alors que les Chinois ne voient pas pourquoi, de quel droit, ils pourraient faire violence à la nature. Alors c'est la nature elle-même, et c'est une nature dans laquelle on respecte les contraires. Il y a le yin et le yang, il y a de l'humide et il y a du sec, il y a de l'ombre et il y a du soleil, il y a du clair, il y a de l'obscur, tout s'équilibre. C'est l'équilibre de la nature elle-même, reconstitué et harmonisé. C'est un itinéraire initiatique que l'on fait en se promenant dans un jardin comme celui-là. C'est une sorte de randonnée mystique. C'est un lieu apaisant qui vous parle de calme, de paix, de sérénité. J'aime ces petites routes de Chine qui vous font penser à la France, à laquelle elles ressemblent. Mais cependant, il y a quelque chose ici que vous ne verriez pas en France, c'est le thé. La cueillette du thé, les collines de thé, ça, on ne trouverait pas ça en France. C'est vraiment une spécialité chinoise. Les Chinois sont très choqués quand ils nous voient boire notre thé avec du lait, avec du citron, avec du sucre, avec toutes sortes d'ingrédients. C'est un peu comme si un amateur de bon vin voyait quelqu'un mettre de la vinaigrette dans du Saint-Émilion. Pour eux, le thé doit se boire pur. Ils en boivent des dizaines de tasses par jour.
ils en font une consommation effrayante. Alors le thé, comme vous voyez, est un arbuste. Seulement, c'est un arbuste qui est tout à fait artificiel, car si on le laissait pousser, ce serait un grand arbre. On montre dans le Yunnan un arbre à thé qui a 32 ou 35 mètres de haut et 3 mètres de diamètre, et qui aurait 1700 ans. Ce sont des arbustes que l'on garde à la taille naine, de manière que toute la sève, toute la richesse qu'ils tirent du sol soit concentrée dans leurs bourgeons et dans leurs feuilles. La cueillette du thé est un geste significatif, un geste de la Chine profonde, de la Chine de tous les siècles. Et de même que le thé, le riz est une culture qui exige une main-d'œuvre extrêmement abondante. Il faut préparer le sol, mélanger l'engrais humain avec la terre. Les Chinois sont très nombreux à passer leur année entière sur la rizière. Ainsi, petit à petit, nous étions invités à partager cette intimité avec une Chine qu'on aurait cru sortie de ces films de cinémathèque, en un temps où le maître obligeait ses fermiers à récolter leurs propres excréments. L'engrais humain joue un rôle essentiel dans la vie agricole chinoise, et on pourrait peut-être même dire dans la vie psychanalytique des Chinois. Nous sommes habitués, nous autres occidentaux, à considérer l'excrément humain comme une chose ignoble, et la première éducation consiste justement à la propreté, à prendre ses distances par rapport à l'excrément, à le rejeter de soi, à s'en nettoyer, alors que pour les Chinois, l'excrément est entouré de soins. C'est un trésor. Autre trésor, la soie des cocons. En continuant à nous faire découvrir les éléments fondamentaux de la Chine, Alain Perfit nous emmenait dans cette usine de Hangzhou, près de Shanghai. Alors nous sommes ici au cœur du processus de fabrication de la soie, qui n'a jamais changé depuis 5000 ans, en tout cas dans ses principes. Seule la mécanisation a changé, alors qu'avant tout se faisait à la main. Enfin, les étapes sont toujours les mêmes. Vous avez ici de l'eau froide. On plonge les cocons dans de l'eau froide pour les amollir et les préparer aux opérations suivantes. De là, ils sont plongés dans de l'eau bouillante. Et on commence à les dégrossir. Vous voyez ces balais qui tournent lentement et qui commencent à enlever au cocon des fils de soie qui commencent à se dévider. Vous voyez le processus de dévidage. Ensuite, quand ils sont un peu dégrossis, on les passe dans un second bac où l'on continue à les dévider. Un fil de soie fait 1 km de longueur, alors que toutes les autres fibres textiles font quelques dizaines de centimètres. Le fil de soie qui représente le cocon, qui représente le travail du bombix avant sa mort, c'est 1 km. Ce bombix du mûrier, le seul fait de le transporter, ou de transporter un cocon, ou de transporter des œufs, c'était puni de mort, car les Chinois savaient la séduction, la fascination qu'exerçait la soie sur le monde entier, et ils tenaient à protéger le secret. Et donc quiconque donnait une partie du secret risquait la peine de mort. On raconte que c'est au 7e siècle après Jésus-Christ, donc très longtemps après le début de l'exportation de la soie, que la première trahison du secret a été faite par une princesse chinoise qu'on avait donnée en mariage à un roi d'une des oasis de la route de la soie et qui avait emporté des cocons dans sa chevelure, ainsi que des graines de mûrier. Et les Chinois. Nous avons essayé de les rencontrer, de les comprendre, en les filmant de manière un peu indiscrète.
Ça n'est pas facile. Ils ont la réputation d'être un peu xénophobes. Sauf ceux d'ici, sans doute, qui semblaient simplement indifférents. Est-ce qu'ils ne sont pas toujours les mêmes depuis 2000 ans? Ce quartier n'a guère changé depuis des siècles. 3 ou 4 générations continuent d'habiter sous le même toit, avec le même respect pour le vieux, le sage, le doyen et le chef de famille. Un sens très fort de la cellule familiale, de cette forme élémentaire du groupe qu'est la maison, la rue, le quartier. C'est difficile bien sûr de généraliser. Ceux de Pékin ne sont pas les mêmes que ceux de Canton. Il y a toujours beaucoup de différences entre les nordistes et les méridionaux. Mais une chose est sûre. C'est un peuple très attachant. C'est un peuple qui a beaucoup souffert, qui a connu des épreuves inouïes et qui en même temps est porteur de la plus vieille et de la plus brillante civilisation de tous les temps. Il y a eu des civilisations plus anciennes, les civilisations égyptiennes et la civilisation chaldéenne ont un bon millénaire d'avance sur la civilisation chinoise, mais il n'y a aucun autre peuple au monde qui ait eu une pareille continuité dans sa civilisation. Et puis un jour, au cours de ce voyage, au cœur de la Chine, entre Shanghai et Canton, nous avions tous pris le thé dans une auberge. Alain Perfit était resté quelques instants pour réfléchir, préparer le tournage. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser, devant cette grande table vide, à ces conseils des ministres où il a tant de fois siégé auprès du général de Gaulle. Pendant ces 12 années, où il était ministre de l'Information, de la Recherche scientifique, de l'Éducation nationale, toutes ces années de Conseil des ministres, il a bien dû être question de la Chine, n'est-ce pas, Alain Perfit? Oui, il a été question en Conseil des ministres de la Chine, et même un Conseil des ministres a été presque entièrement consacré, environ un mois avant la décision et l'annonce officielle de la reconnaissance du régime de Mao. Le général de Gaulle a demandé, ce qui était très rare, à tous les ministres de s'exprimer. Il a commencé par celui qui était à sa droite, le ministre des Tendres et Malraux, et puis il a fait tout le tour de la table et il a fini par le Premier ministre. Et chacun a donné son point de vue. André Malraux? André Malraux a fait quelques envolées dont je me souviens encore, et il disait, je cite de mémoire, mais enfin j'en ai gardé le sens, il disait « La France va retrouver sa dimension planétaire, elle va faire sa rentrée en Extrême-Orient où elle était sortie depuis Dien Bien Phu ». Enfin, on n'en attendait pas moins de lui, c'est ça? C'était à la hauteur des circonstances. Tout le monde était pour? La majorité était favorable, certains étaient réservés, et il y en a même un qui était très réservé. C'était Roger Frey, ministre de l'Intérieur, qui, dans ses fonctions, qu'il exerçait avec beaucoup de vigilance et de prudence, estimait que ce n'était pas prudent du tout d'introduire ainsi une sorte de ferment révolutionnaire en France. Comment il a dit ça? Absolument, et il a même employé un mot qui était courant chez les gaullistes, bien qu'il fût alors à peu près inconnu du public. Il a même dit « Ils vont nous apporter la chienlit ». Ça n'a pas manqué d'ailleurs. Et ça n'a pas manqué, il ne s'est pas tellement trompé, c'était prophétique. Et quel était votre point de vue? À mon point de vue, c'était que nous avions ainsi l'occasion de montrer notre indépendance.
J'ai dit au général de Gaulle, vous parlez tout le temps de l'indépendance, vous parlez de la politique des deux blocs, et vous voulez que la France ne soit pas dans un bloc, eh bien, c'est une excellente occasion de montrer au monde l'indépendance de la France, puisque tout le monde sait bien que les États-Unis sont très hostiles à la reconnaissance de la Chine. C'est d'ailleurs pourquoi ils nous avaient recommandé de garder un silence absolu avant l'annonce officielle de la décision, de manière que les Américains ne puissent pas se mettre en travers entre-temps. Et cette reconnaissance de la Chine sera la preuve éclatante que nous avons pris notre indépendance vis-à-vis des États-Unis, que nous pouvons prendre des décisions comme des grands. La République française a décidé de placer ses rapports avec la République populaire de Chine sur un plan normal, autrement dit diplomatique. Vous voyez là le portrait de Mao, un des derniers portraits, parce qu'autrefois il y en avait partout, maintenant il n'y en a plus que quelques-uns. Mao, c'est l'origine, c'est le commencement. Et cette porte, c'est la porte Tiananmen, la porte de la paix céleste, qui sépare la cité interdite, derrière, et puis la place Tiananmen, la plus grande place du monde. Ici, à droite, vous voyez le palais du peuple, le palais de l'Assemblée populaire nationale. Puis, vous voyez le mausolée de Mao, au centre, qui a été créé pour y mettre le cercueil de verre, où est la momie de Mao. Il y a des bas-reliefs qui racontent les hauts faits de la Révolution chinoise. Et à gauche, là, vous avez le musée national, qui est à la fois historique et scientifique. C'est la plus grande place du monde, 50 hectares, 4 ou 5 fois la Concorde. Il peut y avoir 1 million de personnes, c'est-à-dire que c'est un lieu doublement symbolique ici. Autrefois, le centre du monde, c'était la cité interdite, où il n'y avait que quelques initiés qui pouvaient assister à des cérémonies recluses. Et maintenant, cette place Tiananmen, c'est la plus grande place où se réunissent 1 million de personnes et où, pendant la Révolution culturelle, il y avait 1 million de Chinois avec le petit livre rouge de Mao à la main. C'est cette histoire que nous allons vous raconter.